Bonjour, je m'appelle Jamila Calin et je suis la maman d'un jeune garçon qui s'appelle Riwan et qui est en pleine transition de la pédiatrie au monde des adultes. Et comme il aime que je lui raconte des histoires, je vais vous raconter notre histoire de transition. Et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est les mots, des mots un peu bizarres, les métaphores. Alors peut-être que cette histoire va résonner chez d'autres, peut-être. Et elle commence comme ça. Il était une fois la transition. Transition, définition du Larousse. Passage d'un état à un autre, en général lent et graduel, un état intermédiaire, mais qui peut comporter des ruptures. Rupture de soins, par exemple. Il y en a parfois. Car la transition, il y a Madame Temporalité interne de l'enfant et de sa famille, et de l'autre, Madame Temporalité externe, celle du monde médical, paramédical et médico-social, et notre quotidien. Entre ces points cardinaux, il y a un point de rencontre, Madame Consultation, Monsieur Examen, Monsieur Traitement médical, etc., etc. Madame la transition transforme notre quotidien dans une autre vision du monde, comme celle d'être dans une perpétuelle salle d'attente. Parce que Madame la transition est en lien avec Madame salle d'attente. Et oui, le patient entre deux mondes, c'est le temps passé dans une salle d'attente que l'on devient patient, de Monsieur Frisoni. Nous passons un temps incalculable dans une salle d'attente, en transition, où se mélangent émotions et sentiments, tel un sas où l'ouverture est conditionnée par l'âge du patient, où doivent normalement vivre dans un monde en paix, entre soignés et soignants, avec Madame écoute mutuelle et Monsieur accueil bienveillant pour éviter toutes sortes de turbulences qui feraient risquer la rupture du soin par le patient. Voici Riwan, par qui tout a commencé. Il était une fois un nouveau-né non identifié arrivé à un port avec une embarcation non diagnostiquée avec ses passagers, dont la maman, moi, qui a failli rester au port de Madame Lavie. Et oui, c'était en l'an 2000. S'enchaîna ensuite une multitude de situations dignes d'un film de science-fiction dans le domaine médical, paramédical, administratif, qui a pour effet d'apprendre une autre langue, des codes et des langages de cet autre monde parallèle. Bienvenue sur la terre-mère de Madame Pédiatrie. Avec un diagnostic non identifié, ou plutôt si, qui a fini par l'être 3 fois en 10 ans, syndrome de Noonan d'abord, puis syndrome de Costello, et le dernier en date est le bien nommé syndrome cardio-fascio-cutané. C'est sûr. Bingo, voici une autre planète, celle des rasopathies. À 22 ans, Riwan a aujourd'hui 13 pathologies chroniques rares, donc 13 spécialistes, et eu 20 interventions chirurgicales et est suivi par 5 paramédicaux, accessoirement, et a un emploi du temps digne d'un ministre. Comme beaucoup de familles, nous gérons. Très vite, on devient malgré nous le chef d'orchestre de ce monsieur chemin de vie hors norme, tel une partition avec les portées nommées, sanitaire, scolaire, extrascolaire, médico-social, quotidien, familial, où rythment les silences et les soupirs, parfois. Cela étant, Madame Pédiatrie devient notre environnement où l'on s'habitue, presque si familier avec des repères rassurants, où règne la confiance souvent, parfois bousculée. C'est vrai, mais on se sent soutenu. Et même qu'à un moment, on a réussi à avoir un chef d'orchestre professionnel, dis donc. Car Madame médecin, traitant, a souhaité un suivi classique de ville et on respecte son choix. On est déjà content de l'avoir. Changement de décor, le monde des adultes. Bienvenue en terre inconnue. Mais comment accueillir un jeune adulte qui a le poids et la taille d'un enfant de 11 ans dans le monde des adultes? Oui, bon, d'accord, il a l'âge de ses artères. Pourtant, son traitement médical doit être souvent dosé en lien avec son poids. Et pourtant, Riwan arrive dans un environnement adulte, complètement étranger, et nous, sa famille, avec sa propre temporalité. Bah oui, en pédiatrie, 45 minutes, parfois plus en fonction du spécialiste. Et en adulte, 20 minutes, max. Alors que dire à ce médecin stomato d'un hôpital parisien qui refuse que je reste pour ses soins et qu'il n'est pas possible pour son patient d'être seul sans son parent pour les réaliser? Comment lui faire comprendre d'éviter de parler de lui à la 3e personne alors qu'il est présent? Pourquoi n'écoute-t-il pas? Alors même que ces soins ont été réalisés depuis 3 ans, en très bonne collaboration avec nous, parents, et Riwan avec son prédécesseur. Que oui, tellement bien travaillé ensemble que l'on n'avait plus besoin de lui administrer du méopa. Comment expliquer à cet autre médecin qu'il serait souhaitable de s'adresser à Riwan en lui parlant moins vite pour qu'il comprenne et soit acteur de ses soins et respecter son point de vue?
Comment expliquer à cette interne qu'elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut sans l'accord de son patient et de ses parents? Vous allez me dire, mais bon, Madame Câlin, il y a des choses qui existent. On a avancé, il existe Madame Plateforme Transition. C'est à ce moment-là que Madame Réalité nous rattrape. Eh bien oui, pour 1, 2, 3 pathologies chroniques. Mais quand vous en avez 13, Madame Impossible est toujours aux aguets. Alors on s'arme de patience et on appelle partout, on nous répond. Ah, alors on n'a jamais eu le cas, on ne peut pas vous aider pour toutes ces pathologies, mais j'ai une bonne nouvelle. Sur les 13, j'en ai 2. Justement, comment réagir face à une situation ubuesque alors que Madame Plateforme de Transition, très fière de nous avoir accompagnés et qu'au final, le point de rencontre avec Madame Médecin Adulte, préparé de longue date, est un feu d'artifice négatif et qui explose toute la mise en place des bons soins réalisés depuis des années avec Madame Pédiatrie. Madame Sentiment est partout. Colère, tristesse, sentiment d'être seule à gérer, incompréhension. On se tasse un peu, on se sent funambule à la recherche d'un équilibre pour avancer vers un avenir incertain. Mais quel soulagement de pouvoir compter sur elle, Madame Plateforme Transition, quand elle existe. Cette plateforme, de se sentir soutenue par elle, elle accueille, elle gère, elle écoute, elle coordonne et même qu'elle est présente le jour J, au premier rendez-vous. Merci infiniment à elle. On aimerait tant que cela se passe avec les autres. Oui, il y a du positif, car on regarde le verre à moitié plein chez les câlins. Pour certaines pathologies, cela a été pensé bien en amont. On a un sentiment rassuré, soutenu, toujours en lien avec le patient et sa famille, en co-construction, en collaboration. Alors, aujourd'hui, pour Iwan, eh bien, temps composé au passé et au présent, parce qu'on y retourne toujours régulièrement chez Madame Pédiatrie. Pas le choix, car Madame Fatalité reste en transit. Ah oui, au fait, il y a même une spécialité qui n'existe pas encore en adulte, alors qu'elle est bien réelle en pédiatrie. Ah oui, je me souviens du médecin qui me disait « Alors oui, il est grand maintenant, je ne peux plus le suivre. Et le problème, c'est que je n'ai pas d'homologue médecin pour ma spécialité en adulte. » Ah, ok. Bon, et je parle même pas d'un manque de spécialistes dans certaines régions. Bon. Pour résumer cette histoire, opération ressentie dans le monde pédiatrique. État de confiance, bon repère, on se sent un peu enveloppé, accompagné, rythme de croisière, parfois doux, parfois bousculé. Mais le bateau tient bon, grâce aux ressources mises en place depuis des années. On se sent soutenu malgré tout, tel des béquilles. Opération ressentie dans le sas de Madame la Transition. Incertitude, peur, angoisse, perte de repères, déstabilisation, questionnement, crainte. Recherche désespérément d'un chef d'orchestre coordinateur pour l'ensemble de ces pathologies et éviter une rupture. Il y a même Madame les urgences. Mais là, c'est un gros chapitre. Opération ressentie dans le monde des adultes. Game over. Tout est à recommencer. Ressentiment de froid, de doute, d'angoisse, d'une temporalité TGV. On a une place en tant que patient différente. Même quand c'est bien organisé, on arrive toujours avec la boule en ventre. Est-ce que le feeling va passer? Être chez les adultes alors que Riwan est encore un enfant. La transition est un passage obligé, certes, mais ne doit pas toujours tenir compte de l'âge, mais de la situation personnelle et de la maturité du patient. Être prêt, mais qui le décide? Comment trouver chez Madame Communication le bon récepteur? Comment faire comprendre qu'impliquer le patient et le parent, c'est gagnant-gagnant pour un même objectif? Ou le patient, malade, ou son parent, ne dit pas toujours que des bêtises. Allez, il ne lui reste plus que 5 médecins spécialistes à trouver chez Monsieur Adulte. Ensuite, un médecin traitant qui accepte de suivre, car le sien vient de prendre sa retraite. Mais ça, c'est une autre histoire. Je termine avec cette image de famille pour symboliser l'onde de choc de Madame Transition. Mais pas que. Onde de choc parce que cela touche bien évidemment Madame Famille, proche, et par ses ricochets toutes les planètes de tous ceux qui gravitent autour de ce parcours de vie, vivant à un autre rythme que ceux qui ont un parcours plus tracé. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Merci pour votre écoute et merci à tous
tenter d'améliorer encore et encore cette grande madame transition. Merci beaucoup Djamila pour ce témoignage édifiant. Je vais passer un deuxième témoignage et ensuite, si vous avez des questions, vous avez Djamila qui est dans la salle. Donc là, on a un témoignage de Clémence qui va se présenter elle-même. Bonjour, je m'appelle Clémence Pétier, j'ai 21 ans, je suis en études supérieures depuis déjà 4 ans et je suis suivie pour de la polyarthrite rhumatoïde. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 10 ans. J'avais fait une première poussée à l'âge de 4 ans qui avait été prise en charge avec des anti-inflammatoires et finalement c'était reparti assez vite. Et en fait à l'âge de 10 ans, j'ai recommencé à faire des poussées et j'ai été tout de suite orientée par mon médecin traitant vers le docteur Guillaume. Le docteur Guillaume qui m'a diagnostiquée et qui me suit depuis, tout simplement. Donc avec le docteur Guillaume, je fais partie de l'association Agiado, donc, qui est basée à l'hôpital de Bicêtre. Et c'est une association qui vient en aide à des jeunes atteints d'arthrite juvénile idiopathique, donc via des ETP, etc. Pour cette association, j'ai fait la formation de patiente experte, donc la formation de 40 heures, ce qui me permet d'animer des ETP entre autres, et puis de participer à toutes les choses importantes de l'association. Je ne l'ai pas tant fait pour l'association, mais aussi pour les jeunes, parce que ça m'intéressait vraiment de savoir comment s'y prendre, etc. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un atout, cette formation-là, donc j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir la faire. Sinon, pour revenir à ma maladie, je suis en rémission complète depuis déjà plusieurs années. J'ai eu une rechute il y a 3 ans lors du premier confinement, par manque de sommeil, etc. Enfin, voilà. Mais sinon, je touche du bois parce que mon traitement m'a très vite convenu. On a très vite trouvé un traitement qui me convenait et donc j'ai vite été en rémission complète et j'ai pu diminuer mon traitement au fil des années. J'ai vite ressenti un besoin de prendre en autonomie vis-à-vis de mon traitement, tout simplement parce que je suis sous Enbrel, donc en injection, et en fait au départ c'était ma mère qui me faisait les injections, sauf qu'il s'est trouvé que quand on n'était pas ensemble, il fallait que j'aille voir des infirmiers ou des infirmières, et évidemment tous ne peuvent pas être renseignés sur tout type de traitement, et il se trouve que l'Enbrel est un produit qui brûle, et donc ça m'a vite posé problème. Donc j'ai vite eu envie de prendre en autonomie. Donc aujourd'hui, c'est moi qui me fais mes propres injections. Et en fait, c'est toutes ces choses-là qui ont créé la prise de décision de ne pas changer de médecin. Il se trouve que je suis toujours suivie par le docteur Guillaume depuis mon diagnostic. Mais donc pour moi, ma transition, je la vois plus comme un état d'esprit, mon état d'esprit personnel et ma manière de gérer ma maladie et mon traitement aussi. Donc c'est déjà savoir de quoi j'ai besoin. J'ai vite appris à écouter mon corps, à écouter mes besoins au quotidien. Donc que ce soit la fatigue, les douleurs, savoir quand m'arrêter, quand aller me reposer, etc. etc. C'est moi qui vais à la pharmacie moi-même chercher mes médicaments. Ça peut paraître bête, mais ça donne vraiment cette impression de contrôle de sa propre maladie, de son propre traitement et donc de son corps. Comme je l'ai dit, c'est moi qui fais mes injections moi-même. Et aujourd'hui, quand je fais des consultations avec le docteur Guillaume, c'est seul à seul. Et donc la décision de changement de traitement, j'y prends part. Voire même des fois, ça repose sur moi. Enfin, le docteur Guillaume me dit on peut faire ça ou ça, c'est toi qui décides. Donc j'ai vraiment l'impression de prendre part à tout ça. Et c'est ce qui crée cette impression d'autonomie et qui fait beaucoup de bien. Donc pour moi, la transition, c'est avant tout connaître ses besoins, prendre confiance en soi et faire les choses à son propre rythme, surtout. La transition de médecin, elle avait été évoquée par le docteur Guillaume, mais elle n'a jamais été posée comme une obligation. Donc c'est aussi à ce niveau-là que j'ai eu la possibilité de prendre mes propres décisions et c'est ce que j'ai vraiment apprécié pour le coup. Rien ne m'a jamais été imposé, donc c'était vraiment un stress en moins.
Et donc si je peux donner un conseil aux jeunes qui sont suivis par des médecins, donc qui ont des traitements pour des maladies chroniques ou autres, c'est avant tout d'être curieux, d'avoir envie de savoir, parce que même si ça nous paraît lointain et qu'on ne comprend pas toujours tout, ça reste notre corps et on doit avoir envie de savoir ce qui lui est fait. Et c'est ce qui donne aussi cette impression de transition, de prise d'autonomie, etc. Et pour les médecins, c'est de communiquer un maximum, de prendre le temps et encore une fois, si possible, de ne rien imposer aux patients parce que cette prise en autonomie, elle est très importante dans le quotidien. Voilà. Intéressant, hein? La dernière patiente est patiente partenaire, déjà, à 20 ans. Et elle revendique de ne pas avoir fait de transition, en tout cas d'être restée avec le même praticien qui lui a laissé le choix, qui a poussé le raisonnement très loin en disant si tu es capable de passer en adulte, est-ce que tu veux vraiment le faire? Voilà. Alors elle peut parce qu'elle est rhumatologue et elle s'occupe d'enfants et d'adultes, le docteur Guillaume. Donc tout le monde ne peut pas faire ça. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques, Jemila et là-haut, et peut-être pourra répondre à une émotion qui est ressortie de ce témoignage. Bonjour. C'était une remarque ou un témoignage supplémentaire. Donc moi, je fais partie de l'association française de la Taxi Friedreich et je suis maman de 2 enfants malades. Alors, me concernant, je suis peu concernée par la transition parce que j'ai choisi d'emblée un neurologue adulte qui veut bien s'occuper d'enfants. Donc, elles ont 11 et 14 ans. Donc, je pense que ça se passera bien. Mais pour l'association, j'ai essayé de recueillir des témoignages avant de venir ici. Et alors, on a moins de spécialistes. C'est le neurologue, le cardiologue, l'orthopédiste, le diabétologue. Bon, c'est déjà pas mal. Et les mamans que j'ai eues, alors c'était des mamans, à chaque fois, à la fin de la consultation de pédiatrie, on lui a dit, le secrétariat lui a dit, la prochaine fois, ce sera chez l'adulte. C'était assez sec, en sachant que, donc, voilà, elles avaient un classeur, comme disait le témoignage de ce matin. Les mamans avaient constitué un classeur, donc elles ont amené le classeur. Dans certains cas, comme les dossiers sont informatisés, le médecin adulte avait quelque chose, mais ça s'est fait comme ça. On leur a dit, maintenant c'est fini, il faut aller ailleurs. Et je cite, mais alors c'est une anecdote rare, je pense que c'est exceptionnel et je l'espère. La dernière consultation avec le pédiatre, un professeur, mais peu importe, elle avait demandé, puisque son fils devait peut-être partir vivre tout seul, l'année d'après, elle avait demandé une prescription d'infirmière à domicile pour ses soins, puisqu'il avait besoin d'aide pour les transferts. Et il lui a répondu, écoutez, je ne le ferai pas, je n'ai pas que ça à faire, vous n'êtes pas la seule maman qui a des enfants handicapés. Voilà. Il y a des expériences. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Là. Merci pour l'organisation et tous ces témoignages qui sont effectivement qui touchent, qu'on soit du côté de Madame la pédiatrie ou du côté de Monsieur le pneumologue, non, le pédiatre ou l'adulte, peu importe. Tout ça pour dire qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant à le relever, c'est qu'il y a 2 états, on parle des états, et il y en a un que je trouve très intéressant, qui a été très bien décrit par notre dernier témoignage, qui est qu'elle a fait la transition, cette jeune femme. Elle est devenue autonome, elle est allée, elle est même devenue experte. Ça ne peut pas être encore plus abouti comme transition que d'être enfin patient expert. Et je rappelle qu'on peut être aussi patient expert en étant en pédiatrie. Il est tout à fait possible de faire appel à des enfants qui ont un peu une expertise pour échanger avec d'autres enfants. Par contre, ce qu'elle n'a pas fait, c'est le transfert. Et c'est ça qui est important. Il va falloir vraiment distinguer ces 2 termes. La transition, c'est la façon d'évoluer, de vivre cette période de l'adolescence et du jeune adulte, qui peut se faire aussi bien en pédiatrie, aussi bien chez les adultes, peu importe le monde choisi. Et le transfert qui, lui, questionne beaucoup avec tous ces témoignages. Donc voilà, je voulais juste préciser ces 2 termes. Cathy Lerena, pour vous présenter, vous êtes pneumologue à Grenoble en charge de la muco. Vous connaissez bien. Il y avait
avait une question dans le chat ? Oui, alors le temps qu'Anthony apporte le micro, on a quelques réactions effectivement dans le chat aux témoignages patients qui viennent d'être diffusés. Merci pour cette très belle histoire, bien racontée et tellement vraie. Vous nous motivez pour créer un espace de transition pour toutes les pathologies pédiatriques afin que les médecins adultes se déplacent dans un même espace où le patient serait au centre. Et le docteur Melmatoug aussi, qui nous dit magnifique témoignage qui résume presque tout. Bravo, car on en parle parfois un peu trop de l'autonomisation, alors que dans le cadre du handicap, cela n'est pas toujours possible, voire impossible. Je suis médecin d'adulte et le manque de paramédicaux en service d'adulte est criant. Nous créons un annuaire au sein de la filière G2M de paramédicaux hors les murs de l'hôpital, en ville, avec les associations de patients. Donc, Docteur Belmatoug, dont on parlait tout à l'heure, qui connaît bien. Moi, pour témoigner dans ma pathologie et dans les malformations et tout ce qui est congénital, on a 1 ou 2 référents en France, dont un qui est proche de la retraite. Et donc, on disait ce matin, s'il ne vous plaît pas, vous changez. Ben nous, il faut qu'il plaise. On va prendre une dernière question et il y aura un temps de questions à la fin de la table ronde. Je crois qu'il y avait une question dans le fond, c'est ça ? Oui. Ou tout du moins, tout mon soutien et merci. Bravo pour ce parcours du combattant. J'espère que vous avez aussi des moments de répit parce que ce que vous portez, c'est énorme. Et je suis sûre que voilà, ça a aussi forgé votre famille, le monde associatif et toute l'équipe autour de vous, les équipes transition et les équipes pédiatriques. Mais moi, ça m'a un peu surpris parce que je pensais qu'on avait le choix de transitionner. Et dans cette histoire, j'ai l'impression que pas. Et en fait, ça me choque et je suis contente d'avoir entendu le message de Clémence. Parce qu'en fait, il y a des fois, c'est pas possible, quoi. Et le monde adulte, des services adultes, je veux dire, n'est pas adapté à tous. Et j'espère que pour Riwan, plutôt qu'à la quête impossible de spécialistes inexistants, on puisse le laisser dans la sécurité où il est, dans les services pédiatriques où il était bien pris en charge. C'est tout mon souhait pour vous. Je voulais juste ajouter que... Oui. pardon, ouais, excuse-moi, Célia. On est beaucoup de familles. Là, dans notre association, voilà, là, j'ai essayé aussi de rassembler tout ce que moi, je peux aussi entendre, accompagner, soutenir, écouter aussi toutes ces familles, parce qu'il y en a beaucoup, sincèrement, qui arrêtent les soins. Et ça me met dans un état pas possible, parce que du coup, tout le travail qui a été fait en pédiatrie, arrivé à l'âge adulte, tout est à recommencer peut-être, mais on peut aussi continuer à avoir confiance, parce que c'est confiance, écoute et travail de collaboration. Voilà. Je veux dire que voilà, je ne suis pas toute seule. Mais merci beaucoup. Est-ce qu'on peut prendre... Pardon. Voilà, il y a une mini question et après on débute la table ronde parce qu'on est sur le timing, on n'est pas bon. Non, on n'est pas bon. C'était prévu. Hein. Bonjour, Charlotte Decolle, je suis la maman d'une jeune fille âgée de 19 ans. Aujourd'hui, anomalie génétique très rare, tétrasomie 9P, diagnostiquée à l'âge de 8 ans, à Necker. Dyspraxie visio-spatiale et autres dys, TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité diagnostiqué à l'âge de 15 ans, TSA, trouble du spectre de l'autisme diagnostiqué à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, elle a 19 ans. Elle a toujours été... Donc la transition, moi, j'ai jamais eu d'accompagnement vraiment, en fait. C'était tellement rare que personne ne nous a aidés. Donc je l'ai toujours accompagnée comme je pouvais en libéral. Donc aujourd'hui, c'est anomalie génétique rare et TND, trouble du neurodéveloppement. Toutes les cases elle coche toutes les cases des TND. Je ne sais pas vers qui m'orienter. 19 ans, l'âge adulte. Voilà, donc je suis à nouveau à la recherche de professionnels. Je cours partout. C'est extrêmement cloisonné, alors que on sait qu'aujourd'hui, tous les troubles du neurodéveloppement sont associés. Il n'y a pas vraiment aucun coordonnateur de parcours. Enfin, c'est moi qui coordonne son parcours, en fait. Je suis aujourd'hui formatrice dans le dispositif START en Île-de-France
qui accompagne justement, qui forme les professionnels de seconde ligne sur les troubles du neurodéveloppement. Je ne sais pas si ça en intéresse certains ici, mais voilà, c'est un dispositif de formation vraiment très intéressant sur ces troubles pour avoir une base commune de connaissances sur les troubles du neurodéveloppement qui touchent énormément de personnes, enfants, adultes. Il faut vraiment... moi, aujourd'hui, je recherche des professionnels qui nous accompagnent et je cours partout. Je ne sais pas vers qui m'orienter. À Paris, j'habite Paris. C'est vraiment extrêmement complexe. Donc, voilà. Le parcours, il y a beaucoup de choses à améliorer encore. J'aimerais bien, je ne sais pas, peut-être développer les coordonnateurs de parcours, ou accompagner. Voilà, il y a vraiment quelque chose à faire. Si je peux aider, si je peux apporter mon expertise, ce savoir expérientiel sur les troubles du neurodéveloppement et handicap rare, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Oui. Je vous remercie. C'est Charlotte de Cool, c'est ça. Et donc dans la table ronde, justement, on a prévu un petit temps sur la coordination du parcours et sur la plus ou moins déficience intellectuelle. Donc on va débuter donc cette table ronde. Je remercie ces 5 personnes, effectivement encore des femmes. Donc on a tout au bout de la table Blandine Babin, qui est, il faut me corriger si je me trompe, infirmière puéricultrice, donc à Bordeaux, qui travaille sur le programme CAPADJA avec Angélique Bonis à sa droite, qui est psychologue. Ensuite, on a Hélène Thiollet de l'Alliance Maladies Rares, qui est responsable des affaires médicales. Floriane Poubane, coordinatrice psychologue clinicienne à l'APART à Marseille. Et Madame Claudine Collin, présidente de l'association Surrénal. Plus présidente, voilà, destituée. C'est à vie, ça. Voilà, je laisse le docteur Crétol inaugurer cette table ronde. Alors, pour rebondir sur le dernier témoignage qu'on a vu justement sur l'absence de transition et cette notion qui peut être aussi revendiquée par les patients. Hélène, je crois que vous vouliez rebondir. Alors, oui, il y a 3 micros pour 5. Oui, merci. C'est juste par rapport aux commentaires de Clémence. Donc, le témoignage de Clémence a fait écho à une discussion que j'avais eue avec une association. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément l'Alliance Maladies Rares, on est un collectif de 240 associations de patients. Donc, on nourrit notre plaidoyer des discussions qu'on a avec ces 240 associations. Et j'avais eu une discussion avec une association qui m'avait fait part quelque chose qui pourrait être un levier, puisque c'est le thème de la table ronde aujourd'hui. Ce serait dans certains cas, d'avoir une évaluation psychologique ou psychiatrique des jeunes pour décaler l'âge de la transition ou du transfert selon les cas, puisque finalement, pourquoi forcément 18 ans, et ça pourrait tout à fait être décalé dans les cas beaucoup plus tard, sans forcément aller aussi loin que le cas de Clémence qui restait avec le même praticien, mais voilà, ça peut être un levier que je trouvais intéressant à partager.